Merci. Jean-Pierre Frey, Institut d'urbanisme de Paris. Par rapport à la dernière intervention, vous auriez des caractéristiques sociologiques, je dirais, des jeunes filles en question? Parce que ça n'a pas été dit, mais on peut imaginer qu'elles sont majoritairement d'origine européenne, mais il peut aussi y avoir des jeunes filles musulmanes indigènes, on va dire. Et j'avais une autre question dans la foulée. Il a été dit dans la première intervention qu'il y avait 2 préfectures qui avaient échappé à la tutelle militaire des pouvoirs spéciaux. Il y avait 2 préfectures qui avaient échappé à la tutelle militaire des pouvoirs spéciaux. C'est dans le texte de M. Frémaux. Je voulais savoir si vous saviez lesquelles c'était et pour quelles raisons. Pour la préfecture, je ne sais pas. Et pour les jeunes filles non plus. C'est-à-dire que, pour des raisons, non mais pour des raisons de source évidentes, c'est-à-dire que travaillant sur les archives militaires, elles ne sont pas mentionnées. Et du côté civil, archives civiles, elles ne sont pas mentionnées. La lettre dont j'ai parlé, il n'y en a qu'une dans les archives, alors qu'ils en ont reçu des milliers. Donc c'est un mystère. J'aimerais bien savoir où sont les autres, quoi. Donc peut-être on aurait des pistes. Je pense qu'il y a un terrain, qu'il y a moyen de travailler davantage. C'est vraiment une première exploration, donc peut-être qu'on saura. Je suis désolée de ne pouvoir répondre à votre question parce que là, il n'y a pas de note concernant justement. Moi, j'avais mis un point d'interrogation par rapport à ces deux préfectures. On la demandera à Jacques Frémaux. On mettra peut-être sur le site comme réponse. Allez-y. Je voudrais demander à M. Recham s'il y a des combattants nord-africains qui ont participé à la résistance en France. Oui, il y a eu effectivement pas des combattants, mais des résistants, effectivement, qui ont fait partie du réseau étranger de la résistance. Un des plus connus est celui de Mohamed Cherif Sahli, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui a écrit un livre après l'indépendance de l'Algérie, qui s'appelle d'ailleurs Décoloniser l'histoire. Effectivement, il y a eu quelques Algériens qui faisaient partie des réseaux étrangers de la résistance. C'est difficile de les estimer, on dispose de très peu de statistiques sur le sujet, mais il y en a eu quelques-uns, effectivement. Oui. Je voulais vous signaler un cas tout à fait exceptionnel. En mai 1945, on rapatrie les troupes nord-africaines et le 9 mai 1945, on débarque. À ce moment-là, un jeune officier médecin qui n'est autre que l'arrière-petit-fils de Cheikh Laddad, ce qui est quand même une référence, qui fait partie des évolués, qui ne s'est jamais posé des questions sur le plan de sa francisation, qui s'est même fiancé avec une jeune Alsacienne. Il débarque et au moment où il débarque, on lui demande son revolver. On le désarme. Eh bien, ceci a suffi pour lui faire retrouver ses racines. Il est devenu celui qui a créé le Croissant Rouge algérien. Il s'appelle le docteur Djabali, qui a été torturé par la suite à mort et condamné à mort. Voilà. Merci de votre témoignage. Je pourrais peut-être ajouter quelque chose, si je puis me permettre de ma place. Une autre information qui corrobore un peu celle-là. Les officiers, sous-officiers, disons, donc indigènes d'Algérie, donc étaient pas très très nombreux, mais il y en avait tout de même quelques-uns. Et parmi ceux-là, c'est quelqu'un qui porte le nom de Cherif Mahmoud,
qui sera appelé à diriger par la suite la zone 1 qui deviendra Wilaya 1 après le congrès de la Soumam en 1956 et qui justement au lendemain des événements, des manifestations donc de Sétif et de Guelma de 1945, il était dans l'armée, il participe aux différentes campagnes, etc. et il pose sa démission. Jusqu'à ce jour, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a posé sa démission. Il adhère par la suite à l'UDMA, donc au parti de Farhat Abbas, mais il est possible, vu ce que vous dites là, il est possible qu'il était lui aussi désarmé à l'instar du descendant de Cheikh al-Haddad. Donc c'est une filière à examiner de près. Oui, bon, Jacques Inrep. Je vais ramener simplement par rapport à ce qu'a dit Raphaël tout à l'heure, un tout petit détail, ça m'a ramené un souvenir. Il n'y a pas eu que l'armée qui a essayé de recruter des appelés. J'ai été appelé du contingent en 1959, 60, 61. J'étais un appelé un peu rebelle, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de prison, plusieurs mutations disciplinaires, j'ai cassé des cailloux, enfin, etc. Au bout d'un moment, bon, Raphaël connaît mon histoire, ceux qui ont vu le film aussi avoir 20 ans dans les Aurès, une partie du commando, j'ai fait partie de ce commando-là, donc les bérets noirs, qui était composé de gens qui étaient rebelles un peu à l'armée, et puis aussi de petits malfrats. Et donc, un jour, on était pas en opération, à Batna. On était dans un restaurant avec 2 ou 3 autres copains. Et on a vu, je pense que c'est les bérets noirs qui a tiré l'œil de ce monsieur. Je pense qu'il devait s'intéresser aussi aux bérets rouges, sûrement. C'était un civil qui faisait partie du pétrole et qui est venu nous proposer de rester là-bas. Après, on n'était pas très loin de la démobilisation, ça devait être en automne ou printemps 61, c'était avant le putsch, je pense. Et il est bien sûr mal tombé sur nous, parce que, bon, nous étions, disons, un peu des gens un peu à part, un peu atypiques tout de même dans nos 29 mois d'armée. Je me souviens très bien, le salaire était très confortable, par contre. En fait, on voulait nous embaucher comme civils, on était supposé bien savoir tenir un flingue, ce qui était assez drôle tout de même, parce que moi, souvent, je tirais en l'air au lieu de tirer sur les félagas. Donc, je l'ai jeté un peu. En plus, il fallait signer un contrat, je crois, de 3 ans, et il n'y avait pas possibilité de retourner entre le moment de la démobilisation et le moment où on allait être embauché au pétrole. Et j'étais depuis 18 mois, je suis rentré que 2 fois dans ma famille en 29 mois d'armée. Je les voyais se faire foutre, mes copains aussi, voilà. Donc il n'y a pas eu que l'armée. Je pense qu'effectivement le pétrole aussi a essayé de recruter des gens. On disait vous aurez des armes, vous pourrez monter éventuellement par la suite et tout ça. Enfin, moi j'avais très envie de rentrer en France. Non mais enfin bien sûr, puisqu'en fait l'armée, son principal travail, c'est de mettre en contact les employeurs et les futurs, les employables. Donc l'armée ne... Donc, et en l'occurrence, pour le cas du pétrole, il faudrait développer, mais c'est sans doute un des secteurs qui a le plus attiré, parce qu'effectivement, d'un point de vue financier, c'était sans doute le seul secteur qui était intéressant. Nadine Meouchi. Je voudrais poser une question à M. Richam, qui est un petit peu périphérique par rapport à son exposé, mais qui entre peut-être dans ses compétences plus globales concernant les forces supplétives maghrébines dans l'armée française. Vous savez qu'après la Première Guerre mondiale, la France est allée occuper la Syrie et le Liban, juste en prélude au mandat qui lui sera remis en avril 1920. Il se trouve que dans cette armée française, il y avait
une partie que je ne peux pas estimer de Sénégalais et de Nord-Africains. Et on sait qu'un certain nombre, parce qu'évidemment, quand la France a commencé à occuper la Syrie et le Liban, il y a eu un certain nombre de mouvements de guérilla armés pour résister à la pénétration française. Et des gens qui se nommaient les Moudjahidines, et il y avait quand même cette idée de djihad, c'est-à-dire de défense du Dar el-Islam. Et donc un certain nombre de soldats ont déserté au nom de la foi commune et seraient passés de l'autre côté, sauf qu'on n'en retrouve pas la trace de l'autre côté, c'est-à-dire on sait qu'il y a eu des désertions, on ne les voit pas après dans les guérillas. Bon, on a très peu d'informations puisque ce sont ce qu'on appelle aujourd'hui les subalternes, c'est-à-dire des acteurs qui par définition n'ont pas de nom, ne laissent pas d'archives, enfin bref. Et ce que j'ai pu voir des archives françaises ne donne pas par exemple sur les bataillons, ils ne donnent pas les compositions et les statistiques. Alors je voulais savoir si vous auriez des informations sur cette question. Écoutez, sur cette question en particulier, je ne dispose pas d'informations particulières. Ce qui est sûr, c'est que le problème des désertions pour fraternisation avec les musulmans, c'est un problème récurrent dans l'armée française. Il s'est posé dès la Première Guerre mondiale, quand certaines troupes ont été engagées au contact avec l'armée ottomane. Et oui, donc à partir de là que le problème de désertion pour rejoindre le camp adverse s'est posé dans l'armée française. Et la désertion dont je parlais tout à l'heure, celle du lieutenant Boukabouya, s'est déroulée justement durant la Première Guerre mondiale. Et le livre qu'il a publié, L'Islam dans l'armée française, a été publié à Constantinople. Mais sur la pénétration de l'armée française au Levant en particulier, c'est vrai qu'il y a eu effectivement de nombreuses désertions, mais il est très difficile de les quantifier, tant effectivement les archives sont muettes à ce sujet. C'est le même problème pour les désertions qu'il y a eu durant la Première Guerre mondiale et même durant la Deuxième Guerre mondiale, lorsque les troupes originaires d'Afrique du Nord étaient en contact avec l'armée française sur le front du Nord-Est. C'est vrai que là aussi, la propagande allemande a joué beaucoup sur la situation des populations musulmanes au Maghreb et a joué sur le fait que ces populations étaient soumises à un régime colonial qui les réduisait, selon la propagande allemande, pratiquement en esclavage. Et les inciter effectivement à la désertion et à rejoindre les lignes ennemies. Beaucoup, effectivement, ont déserté durant cette période, dont la plus célèbre est celle du commandant, qui devint plus tard commandant de l'ALN, celle de Mohammed Saïd. Et c'est vrai que les archives, en général, elles sont muettes à ce sujet. Hein. Oui, Gilles Manseron. C'est aussi une question qui s'adressait à M. Echam, dont j'ai beaucoup apprécié l'exposé. Justement, vous venez de le citer à nouveau, le livre de M. Boukabouya, du lieutenant Boukabouya. Donc, vous en avez cité deux ouvrages, donc celui-ci et puis celui de Atmani Abdelkader, beaucoup plus tard. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur ces deux ouvrages, sur ce qu'ils nous apprennent en fait, sur ces soldats indigènes. Oui. Et puis alors, un autre aspect de ma question, c'était les trois révoltes ou mouvements d'insoumission que vous avez mentionnés, l'un à Maison Carrée et puis l'autre à Versailles pour ce qui est des Algériens. Est-ce que vous en savez un peu plus? Et puis il y a celui des Tunisiens. Est-ce que vous en savez un peu plus là-dessus? Oui, alors en ce qui concerne les deux livres, le livre du lieutenant Boukabouya a été publié donc en 1915, en pleine Grande Guerre. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a déserté de l'armée française et qui a rejoint justement le camp adverse, les troupes ottomanes. Il s'est réfugié à Constantinople et donc c'est là qu'il a publié son livre. Et dans son livre,
il dénonce essentiellement les inégalités dont sont victimes les musulmans au sein de l'armée française. Donc il refait l'histoire de toutes les discriminations au niveau des soldes, au niveau des indemnités, au niveau de l'avancement, au niveau de la méfiance du commandement vis-à-vis de ses troupes. Et comme je le disais dans l'exposé, c'est vraiment un livre qui traduisait les frustrations et la révolte de certains officiers qui se voyaient systématiquement fichés lorsqu'ils protestaient contre ces discriminations. Donc le livre de Rahmani Abdelkader, un demi-siècle après, est presque dans le même esprit. Donc il est publié en 1959, là aussi en pleine guerre d'Algérie. Au-delà du destin particulier de Rahmani Abdelkader, qui a connu de grosses péripéties donc, avec le pouvoir colonial. Vous savez qu'il a été arrêté, qu'il a été emprisonné, peut-être torturé. Là également, il revient sur cet épisode de la Deuxième Guerre mondiale où il dénonce à peu près dans les mêmes termes exactement les mêmes discriminations et les mêmes inégalités. Rahmani Abdelkader s'arrête un petit peu plus longuement sur le 8 mai 1945 en Algérie et la façon dont cet événement a été ressenti chez les officiers indigènes de l'armée française. Et là également, il renforce l'idée selon laquelle il y a eu effectivement une rupture au sein de l'armée française entre indigènes européens à ce moment-là. Lui-même s'est retrouvé dans le doute et s'est posé beaucoup de questions quant à son avenir dans l'armée française. Il rapporte un certain nombre de faits qui sont confirmés par les archives. Par exemple, le basculement par-dessus les falaises dans les gorges de Kerata de la population, certains arrêtés. C'est un fait que Rahmani Abdelkader rapporte dans ses livres et dont on retrouve la trace dans les archives. Il y a des documents qui le confirment. Mais c'est vrai que en ce qui concerne en tout cas ces discriminations, ces inégalités, ces deux livres traduisent vraiment les frustrations, le ras-le-bol des officiers et des sous-officiers qui étaient systématiquement fichés lorsqu'ils protestaient, qui étaient systématiquement suspectés de non-loyalisme vis-à-vis de la France. Et c'est vrai, ce sont des faits, ce sont des inégalités qui ont fait basculer beaucoup d'officiers et de sous-officiers musulmans dans le camp nationaliste au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, je ne me rappelle plus du... Alors, par rapport aux révoltes, il est très difficile de déterminer l'origine exacte de ces trois révoltes. La première, c'est celle du 25 janvier 1941 à Maison-Carrée, dans la banlieue d'Alger, actuellement le Harache. En janvier 1941, on était en pleine période d'armistice. Alger grouillé d'espions. Les commissions de contrôle allemandes et italiennes y sont installées. Les réseaux gaullistes et communistes sont très actifs. Salih El-Hajj était emprisonné justement dans la prison toute proche, Al-Harash, à Maison-Carrée. Il semblerait qu'il y a eu des éléments extérieurs qui ont eu des contacts avec la caserne où s'est déroulée justement cette mutinerie. En tout cas, tout ça fait que l'origine de cette mutinerie est assez incertaine. Même les historiens d'ailleurs s'y sont très peu intéressés. Je pense à cause de ce manque d'informations sur l'origine de ces événements. Ce qui est certain, c'est que dans les trois mutineries a été mis en avant, encore une fois, cet aspect, ces inégalités et ces discriminations. Dans les trois mutineries, la cause directe, la cause immédiate était les soldes ou le retard dans le paiement des soldes. Donc ça s'est vu dans la mutinerie de Maison-Carrée en janvier 1941, dans celle du 15 décembre 1944 à Tiroua dans la banlieue de Dakar. Là également, la cause qui a provoqué le départ de la mutinerie, ce sont les retards de paiement de soldes. Et ça s'est vu également
dans la mutinerie de Versailles en décembre 1944. À ces aspects, il faut ajouter également certaines maladresses, certaines vexations de certains officiers, notamment qui commandaient ces troupes. Et tout cela se fait sur un fond de fermentation nationaliste quand même. Aussi bien dans la mutinerie de Maison-Carrée que dans la mutinerie de Versailles, les rapports du deuxième bureau soulignent que des éléments extérieurs étaient venus rendre visite à certains mutins qui étaient considérés comme des meneurs. Donc là aussi, il semblerait que la propagande nationaliste maghrébine n'est pas étrangère à ces mutineries. Celle à Tiroua. À Tiroua. Oui, c'est dans la banlieue de Dakar. Alors ça s'écrit T-H-I-R-O-Y-E. C'est dans la banlieue de Dakar. Banlieue de Dakar, c'est au Sénégal. Oui, il y a eu un film qui a été tiré de cet événement. C'est celui de Samban Osman. Hein, on rappelle les tirailleurs du Sénégalais. Oui. Oui. Parce que j'ai découvert, je ne suis pas du tout spécialiste de cette question, mais je suis tombé sur des cartons de police qui analysent cette mutinerie le 15 décembre 1944. Alors déjà, ça n'a absolument, strictement rien à voir avec Tiroua, par exemple, puisque c'est une mutinerie sans mort, en fait, quasiment. Et l'origine, le moment déclencheur de la mutinerie, c'est en fait des problèmes d'accès aux lieux de loisirs au sens large, c'est-à-dire les cafés, les maisons de tolérance et les cinémas de Versailles. Et vu qu'il y a des arrêtés préfectoraux qui interdisent l'accès, il y a des cordons de police qui sont chargés d'interdire cet accès, il y a une rébellion d'un certain nombre de tirailleurs, alors qui sont pour la plupart pas des tirailleurs d'ailleurs, qui sont des gens qui sont prisonniers depuis 1940 et qui sont en attente de rapatriement. Et ça va se traduire par l'occupation de la ville de Versailles avec un certain nombre de... Ils prennent les armes et il y a même une batterie qui est mise en route au centre de Versailles. Et il y a la menace d'aller marcher sur la prison du Cherche-Midi à Paris où sont emprisonnées justement 2 personnes qui avaient été arrêtées à la sortie d'un cinéma la veille. Pour aller très vite. Donc c'est un événement qui est très intéressant parce que derrière l'anecdote, l'enquête pointe que c'est véritablement une lutte contre les discriminations, mais pas tant les discriminations à l'intérieur de l'armée que les discriminations vécues par la mise en contact avec la population. Après, c'est anecdotique parce que c'est quelques centaines de personnes et c'est heureusement beaucoup moins sanglant que les autres exemples de mutineries qui ont été présentés. Oui, excusez-moi, ça va être encore une question un peu périphérique. J'aurais aimé savoir s'il y avait eu des troupes nord-africaines et spécialement algériennes pour l'occupation de l'Allemagne et ensuite de l'Autriche après les 2 guerres mondiales. On a beaucoup parlé il y a 2 ans des troupes d'Afrique noire en Allemagne au début des années 20, l'occupation de la Ruhr suite à la campagne ordurière et raciste menée contre eux, mais je n'ai pas entendu de choses sur les Nord-Africains en revanche. Voilà. Oui, bien sûr, il y a eu quelques contingents, effectivement, qui sont restés en Allemagne après l'occupation et qui font partie des troupes d'occupation française en Allemagne. Oui, tout à fait, hein, comme après la Première Guerre mondiale. Hein. Oui, tout à fait. Il y a eu un certain nombre de militaires musulmans qui sont restés, effectivement, en Allemagne. Hein. Oui. C'est vrai que la majorité ont été rapatriés, mais... oui, c'était des troupes régulières qui faisaient entièrement partie de l'armée française, donc tout à fait, ils ont fait partie des troupes d'occupation en Allemagne, oui. Et pendant la guerre d'Algérie, justement, quelques officiers algériens vont justement déserter à partir de l'Allemagne, oui, dont celui qu'on appelle aujourd'hui le général Mzar et toute une bande. Il y avait toute une filière d'officiers qui ont décidé donc de déserter et de rejoindre donc l'ALN, FLN. Oui, je voudrais vous demander si
au long de vos recherches, au cours de vos recherches, vous vous êtes intéressé aux liens que pouvait avoir, il est dit que des nationalistes, des indépendantistes avaient des liens avec le régime national-socialiste. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que les mots d'ordre du mouvement nationaliste algérien dans l'entre-deux-guerres et son positionnement contre le national-socialisme avaient une influence sur les soldats, les sous-officiers algériens qui étaient au sein, sous-officiers, soldats ou sous-officiers rares, mais il y en avait quelques-uns au sein de l'armée française. Est-ce qu'il y a eu une influence des mots d'ordre du mouvement nationaliste algérien de l'entre-deux-guerres contre le national-socialisme sur le corps militaire indigène recruté au sein de l'armée française? Ça, c'est une question. La deuxième, est-ce que pendant la guerre, vous savez, est-ce qu'il y a trace de soldats ou indigènes algériens qui aient rejoint l'armée nationale socialiste? Oui. Oui. Ah oui, ce sont des questions très, très difficiles et très complexes. Oui. Hein. Ce n'est pas aussi simple que ça. Oui. Vous savez que le parti nationaliste algérien qui a développé une propagande vis-à-vis des militaires musulmans dans l'armée française, c'est l'Étoile nord-africaine. Après, c'est le PPA. Bon, l'Étoile nord-africaine et le PPA, dès leur fondation, entendaient retourner les militaires musulmans contre la France. C'était, si vous voulez, un des principaux objectifs de la propagande nationaliste du PPA vis-à-vis des militaires musulmans présents dans l'armée française. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a mené une campagne d'insoumission, aussi bien en 1939, mais il était très affaibli parce que le PPA a été interdit et ses journaux également, qu'à partir du débarquement allié aussi en Afrique du Nord en novembre 1942. Mais c'est vrai que les résultats n'ont pas été, si vous voulez, à la hauteur des espérances de Messali. Quant à la question de l'engagement de certains musulmans dans l'armée allemande, effectivement, pour revenir au problème qu'évoquait tout à l'heure un intervenant sur les prisonniers de guerre. Après la défaite de la France en 1940, donc tous les prisonniers originaires des colonies françaises ont été détenus pour la majorité en France occupée. Et ce n'est pas par hasard que les Allemands les ont gardés en France occupée, c'est justement en vue de leur endoctrinement. Et effectivement, les Allemands ont réussi à recruter quelques éléments et les incorporer dans certaines unités de la Wehrmacht. On connaît la phalange africaine, dont on retrouve, qui est composée en majorité de Maghrébins, issus justement de ces camps de prisonniers de guerre, ou alors recrutés dans les milieux ultranationalistes algériens en France. Les Allemands ont également constitué, à l'image de la milice, une milice qui s'appelle la milice nord-africaine. La milice nord-africaine qui a été commandée par un certain El Mahdi, également déserteur de l'armée française en 1939. Les Allemands ont également constitué en Grèce, au large du Cap Sounion, une force dite la force germano-arabe. On retrouvait également quelques éléments originaires d'Afrique du Nord. Donc toutes ces unités qui ont combattu aux côtés de la Wehrmacht représentaient, selon les documents dont on dispose actuellement, grosso modo 2000 hommes. Et donc la plupart ont été recrutés soit dans les camps de prisonniers de guerre, soit dans les milieux ultranationalistes algériens, en particulier en France. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Mais je sais que dans l'entre-deux-guerres, il y a des textes tout de même où le mouvement indépendantiste, l'ENA, prend position contre le national-socialisme, dénonce, et bien entendu que côté français, on n'entend pas, on ignore, on méprise
cette prise de position, ce signal d'alarme qui est lancé très tôt sur le danger que représente l'idéologie nationale-socialiste. Et Oui. que je sais aussi qu'il y a eu des mouvements d'opposition au national-socialisme au sein même des indigènes, des sous-officiers algériens recrutés dans l'armée française très tôt, une position très claire, politique, contre le national-socialisme. Il n'était pas question d'être l'ennemi de l'ennemi commun, justement. Voilà, alors ma question est de savoir, est-ce que, au cours de votre recherche, vous avez trace, côté français, côté archives françaises peut-être, côté algérien il est très difficile, on sait que, je ne sais même pas si cela existe, il y a des traces archivistiques, mais côté français, est-ce que vous, dans votre recherche, vous avez quelques traces? Voilà, je sais que côté allemand, il y a encore tout un travail à faire. Vous voulez dire de militaires musulmans qui se sont... Qui ont pris clairement position, qui ont combattu l'idéologie nationale-socialiste très tôt et ont attiré l'attention sur les dangers qu'elle représentait. Déjà avant 1939 et alors après, ensuite, quand il y a eu le déclenchement de la guerre... je ne sais pas si vous voulez parler de la connivence des nationalistes algériens avec le régime nazi. Et Non. C'est le contraire. Le contraire. Il s'agit du contraire. Messali n'est pas national-socialiste. Messali va dénoncer très tôt le national-socialisme. Sauf que au niveau du PPA et dans le parti de PPA, Messali a une position absolument claire, donc dénonçant le national-socialisme, etc. Mais dans son propre parti, il y a un groupe qui s'est déclaré pro-nazi, d'ailleurs dont Charles Robert Ageron en a rendu compte dans un texte, justement, je crois, j'oublie le titre, etc. Ceci dit, il ne me semble pas, je veux dire, a priori, donc l'exemple de Cherif Sahli, donc qui s'engage dans la résistance, c'est déjà une position, donc anti, etc. Et ceux qui étaient prisonniers également, ceux qui sont prisonniers au lendemain de la débâcle de 1940 et qui s'enfuient souvent avec l'aide des réseaux de résistance et qui rejoignent l'armée, et qui réembarquent, qui repartent en guerre. Et qui rejoignent souvent l'Algérie. Donc, de toute façon, donc ça... Mais bon, là, ma question, elle est juste concrète. C'était document au point de vue document, au point de vue trace archivistique. Est-ce que c'est tout, je ne sais pas. Est-ce que vous avez eu... Non, c'est vrai que dans les archives, à part les exemples de quelques résistants qui ont écrit, comme l'exemple de Mohamed Cherif Sahli, évidemment, quant aux musulmans qui sont dans l'armée française, ils sont sous l'autorité de l'armée française, donc là, ils obéissent tout simplement aux ordres de l'armée française. Je voudrais revenir sur Messali El Hadj. Parfois, il y a une ambiguïté qui est entretenue au sujet de Messali El Hadj. Messali El Hadj n'a jamais consenti à collaborer avec l'Allemagne nazie. Il a été contacté plusieurs fois par les agents allemands et il a repoussé systématiquement les offres allemandes. Et en 1937, des éléments du PPA ont constitué un comité qui s'appelait le CARNA, le comité nord-africain, etc., le CARNA, qui ont été en Allemagne pour contacter les Allemands et obtenir des aides. Et Messali El Hadj, lorsqu'il a appris la nouvelle, il a immédiatement réagi, il a exclu immédiatement tous les membres du CARNA du PPA. Donc, Messali El Hadj lui-même étant issu du milieu syndicaliste français, en général de l'extrême gauche, a été formé, si vous voulez. Son épouse également est française, issue de ce milieu-là, n'a jamais accepté de collaborer avec l'Allemagne nazie. Et parfois, il y a certains historiens qui ont, je ne sais pas si c'est volontairement ou pas, qui entretiennent une certaine ambiguïté à ce sujet, alors que Messali El Hadj est tout à fait le contraire d'un collaborateur avec l'Allemagne nazie. Il l'a dit, il l'a répété très clairement et très fermement. Oui, peut-être on prendra une dernière question, peut-être. Concernant les discriminations, des militaires nord-africains, est-ce qu'elles se sont poursuivies après les soldes au niveau des pensions? Je pense par exemple à l'adjudant Ben Bella, qui a aujourd'hui plus de 80 ans
est-ce qu'il touche normalement sa pension de gouvernement français? Oui, là vous abordez un autre problème encore très compliqué et très complexe, c'est celui de la cristallisation des pensions des anciens combattants originaires des colonies. Bien sûr qu'ils ne touchent pas la même pension que leurs camarades français, c'est évident. Vous savez que les autorités françaises, par des lois budgétaires, après l'indépendance des pays concernés, ont décidé de geler, entre guillemets, les pensions des anciens combattants, ce qui faisait qu'ils n'évoluent plus au même rythme que le coût de la vie. Et donc, les combattants, effectivement, originaires des colonies aujourd'hui, perçoivent des pensions, je ne sais pas, 5, 6 fois, parfois 10 fois inférieures à celles de leurs camarades français qui ont fait les mêmes campagnes et qui ont les mêmes services dans l'armée française. Mais ça, c'est un problème qui nous dépasse. Une question qu'il faut vous poser peut-être à M. Mekeshera.